production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Gabrielle Dubuc, qui est étudiante au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle s'intéresse à la gérontologie, plus spécifiquement aux soins palliatifs, à la fin de vie et au sujet qu'on va parler aujourd'hui, l'aide médicale à mourir. Elle enseigne le cours de psychologie du vieillissement et apprivoiser la mort à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, bonjour Gabrielle. Bonjour les filles. Gabrielle, c'est un bien beau grand titre. Oui, vraiment, beau parcours. Avec les années, on en accumule un peu plus. Ouais. Hey, on est contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis contente d'être là, merci. Fait que, Véro, comme tu as dit, on va parler d'aide médicale à mourir. Fait qu'on va vraiment essayer d'expliquer c'est quoi ce soin-là, d'où ça vient. Puis c'est ça, pour les gens à la maison, de bien comprendre là, les étapes à suivre, les critères d'admissibilité. Fait qu'on va comme tout aborder ça avec toi. Puis c'est le fun aussi d'avoir un invité qui n'est pas nécessairement un médecin, qui n'est pas un évaluateur sur l'admissibilité du soin. Fait que je trouve ça super le fun. Ouais. Un peu plus dans la réflexion, disons, là, que dans l'application. Oui, exact. Fait que pour commencer, moi, je serais curieuse d'apprendre à te connaître un petit peu plus. Oui. C'est quoi ton parcours? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la fin de vie, les soins palliatifs, puis tout ça? Bien, en fait, de façon surprenante, je me dirigeais vers le début de la vie, la pratique sage-femme, là, au début, dans ma jeune vingtaine. C'était pour ça, en fait, que je déménageais à Trois-Rivières là, à 20 ans pour faire le cours de pratique sage-femme. Puis finalement, la vie en a voulu autrement. Je me suis retrouvée en psycho, en plan B. Puis ça n'a vraiment pas été long, là, rapidement dans ma première année de psycho à l'UQTR, que j'ai croisé une professeure qui nous a parlé des soins palliatifs puis de la fin de vie. Puis là, j'ai vraiment été happée, là, bouche bée là, par la puissance de cet environnement-là puis des soins palliatifs de la fin de vie. Puis je me suis sentie vraiment interpellée, là, comme s'il y avait quelque chose que je devais y faire. Fait que j'ai fait ni une ni deux, puis je suis devenue bénévole en soins palliatifs de fin de vie à la Maison Albatros de Trois-Rivières. Ça, c'est une maison de soins palliatifs. De fin de vie. C'est ça. Fait que c'est une maison qui avait 6 chambres à l'époque. Là. Donc, c'est comme un immense bungalow, si on veut, là, avec une cuisine, salon, là, vraiment comme un bungalow de grand-maman. Là. Avec 6 chambres. Là, maintenant, ça s'est déménagé juste à côté, là, dans un ancien couvent. Là. Donc, ils ont plus de chambres maintenant. C'est un peu plus grand, plus spacieux, plus moderne aussi. Mais c'est ça. Donc, j'ai été appelée à devenir bénévole en soins palliatifs. Je l'ai été de 2012 à 2016, là, à peu près. Là. Après ça, la vie... ça va plus vite, puis il faut faire des choix. C'est ça, le bénévolat, c'est beau, mais ça paye pas les billes. Non. Donc, j'ai continué l'université tout en ayant vraiment à cœur là, cette partie-là de la vie parce que j'y avais vécu énormément d'intensité, puis j'avais vécu des relations avec des gens que j'ai oubliés, tu sais, que je connais plus, ces gens-là sont décédés, je les ai oubliés, mais qui m'ont profondément marqué quand même parce qu'elles ont changé ma perspective sur la vie, sur la fin de vie, sur la gratitude, sur tout ce qu'il faut pour être une bonne personne. Puis, tu sais, à parté, là, mais tu sais, quand j'ai été bénévole en soins palliatifs, la première journée où je suis allée, quand je suis sortie de la maison de soins palliatifs, là, j'avais l'impression d'avoir gravi une montagne. Là, le sentiment de faire quelque chose qui te rend accompli. Là, tellement. Ça a été vraiment ça, mon sentiment. Puis c'est comme une drogue un peu, là, ce feeling-là là, de vouloir y retourner là, parce que t'as vraiment un high. Là. Donc, ça m'a vraiment longtemps porté. Là, dans mon bac, j'ai toujours orienté tous mes travaux vers la fin de vie pour vraiment comme essayer de me spécialiser par moi-même là, dans ce sujet-là. Puis en même temps, en parallèle à ça, il y avait beaucoup de choses qui changeaient là, sur la scène de la politique québécoise par rapport à l'aide médicale à mourir puis aux soins palliatifs aussi. Parce que, 2010, on a le premier dépôt d'un projet de loi de Véronique Yvon pour demander à ce que les Québécois se penchent sur l'aide médicale à mourir comme un soin médical. Ensuite, 2012, ça continue d'avancer en changeant avec le gouvernement du Parti québécois. Ensuite, ça change encore. Là, 2015, on arrive à la loi finalement. Bon, j'avance un peu le sujet. On avait parlé de l'historique, mais c'est parce que mon cheminement suit aussi l'historique, l'historique des changements dans la loi. Moi, j'arrive
au doctorat en 2017. Donc, je m'inscris, j'essaie de rentrer au doctorat clinique. Ça marche pas parce que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc, j'entre en recherche. Un peu à reculons, mais finalement, où je découvre une place vraiment très intéressante puis une niche qui est vraiment pas fréquentée, là, qui est la recherche en soins palliatifs, la recherche en fin de vie, la recherche autour de l'aide médicale à mourir. C'est vraiment des domaines qui sont pas investis. Peu investi, encore moins par les jeunes, parce que c'est comme pas glamorous, comme, disons, non, la psychologie à la tellement petite enfance ou, tu sais, de ce genre, même dans la santé mentale. Donc, je me suis retrouvée là avec comme beaucoup d'enthousiasme, là, parce que je voyais le champ qui était devant moi, puis les possibilités qui s'ouvraient à moi, puis je me suis dit, bon, ben c'est là qu'il faut que je me dirige. Donc, tu sais, petit train va loin, là. Ça fait depuis 2017 que je fais mon doctorat, là. 2024, j'ai eu évidemment des enfants entre-temps, fait que les choses ont pris des pauses, des tournures différentes aussi, là, à travers les années. Parce qu'au début, je m'orientais beaucoup vers la gratitude dans soins palliatifs. Puis là, j'ai changé mon fusil d'épaule parce qu'avec la COVID puis tout, c'était compliqué, là, faire mon premier devis de recherche. Puis là, je me suis intéressée à l'aide médicale à mourir. Mais dans ma thèse, en fait, là, ce que je recherche précisément, c'est à fournir de l'information aux personnes proches aidantes pour les aider à être de meilleurs accompagnants des personnes en fin de vie, notamment au sujet de la prise de décision autour des soins de fin de vie. Donc, c'est vraiment bon. Comment on vit l'accompagnement avec une personne en fin de vie si elle décide d'être médicale à mourir, si elle privilégie les soins palliatifs, comment tout ça se vit, puis en essayant de donner des outils aux personnes proches aidantes pour qu'ils puissent mieux accompagner la personne dont ils prennent soin. Donc, j'en arrive à ce moment-là. J'enseigne aussi de plus en plus. J'ai donné des cours de psychologie du vieillissement. Là, en ce moment, cette session-ci, j'enseigne le cours d'apprivoiser la mort, qui est vraiment un super beau cours, là, où on est vraiment... j'essaie vraiment d'immerger les étudiants dans la mort, là. Tu sais, c'est pas trop rationnel, là. J'essaie vraiment de leur faire vivre des expériences concrètes, là. Fait que c'est vraiment le fun pour moi comme futur pédagogue, là, de pouvoir investir différentes façons d'enseigner, tu sais, qui n'est pas juste dans le rationnel puis dans le concret, dans l'intellectuel, là, mais qu'on vient vraiment toucher des cordes sensibles dans le cœur par l'expérience, là. Oh, wow. Wow. Puis, tu sais, j'ai vu aussi que tu avais fait une formation. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Pour, en fait, c'est ma thèse, ça. OK. Ma thèse, c'est la formation que j'ai créée avec je ma directrice. Donc, on a OK. créé une formation qui dure 50 minutes, OK. vraiment qui fait le tour de c'est quoi les soins de fin de vie, l'aide médicale à mourir, les soins palliatifs, les directives médicales anticipées, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'une personne proche aidante peut vivre aussi comme conflit intérieur là, quand l'aide médicale à mourir est soulevée, etc., pour pouvoir, tu sais, mettre que la personne elle ait le droit d'exprimer ses émotions puis qu'elle ait le droit de se sentir, tu sais, comme écoutée, là, comme personne proche aidante. Aussi, autant pour la personne dont elle prend soin que pour, tu sais, avec les intervenants, là. Donc, la formation est comme imbriquée dans la recherche, tu sais. On a vraiment fait un devis avec une mesure avant puis 2 mesures après, là, avec des groupes contrôle expérimental, là. Donc, c'est vraiment un devis de recherche classique, là. Donc, c'est ça, la formation, elle est dans ça. Mais au-delà de ça, tu sais, oui, je donne d'autres types de formations, de conférences aussi, là, parce que c'est vraiment un sujet qui est en demande, là. Oui, on a toute une énorme génération de baby-boomers qui marchent tranquillement vers la fin de vie, puis qui se posent beaucoup de questions, puis qui vivent aussi des conflits, là, beaucoup parce que c'est la première génération qui a eu à prendre soin de parents aussi âgés, là, les baby boomers, là. Fait qu'ils ont vu du survieillissement, puis ils sont confrontés à cette réalité-là, puis à faire des choix par rapport à ça, là, c'est une grande question de cette génération-là. Puis moi, j'ai une question, Gabrielle. Tu sais, si jamais on veut t'interpeller parce qu'on aimerait donner une formation ou comment ça fonctionne, suivre la formation, c'est vrai. Comment ça fonctionne, tu sais, on peut-tu encore la formation sur l'aide médicale à mourir, comme je disais, est vraiment imbriquée dans la recherche. Fait que là, pour l'instant, c'est terminé. Là, on a tout recruté nos participants. Par contre, il y a toujours moyen de nous écrire à l'adresse courriel de la recherche. C'est formationamm@uqtr.ca. Fait qu'en écrivant à ce courriel-là, moi, c'est ma deuxième boîte, là. Fait que, tu sais, je vais pouvoir voir s'il y a des demandes aussi. Là, j'en ai des demandes d'organismes là, pour aller faire des formations à ce sujet-là là, à travers cette plateforme-là. Puis même quand on écrit formation AMM sur Google, je pense que c'est le premier lien là, qui tombe sur la plateforme de l'UQTR. Fait qu'on voit l'adresse courriel rapidement, là. Super. Oui, c'est pertinent parce que, tu sais, il faut dire que dans le réseau de la santé, tu sais, pour les professionnels de la santé, nous, on a des formations, là, mais pour le public en général, c'est ça. Il n'y en a pas.
Oui, puis c'est Il y en a pas compliqué, hein? beaucoup, non. C'est ça, parce Ouais. que, tu sais, comme je disais, là, la loi elle a énormément changé là, depuis qu'elle tellement. est instaurée, là, depuis Tellement. 2015. Mm. Fait que, puis non seulement la loi, mais tu sais, les concepts, là, Oui. tu sais, mourir dans la dignité, les soins palliatifs, c'est quoi? Mm. L'aide médicale à mourir, c'est Mhm. quoi? Toutes Ouais. ces choses-là, là, la Ouais. population générale ne s'y retrouve pas facilement, tu sais. Non. Puis on a aussi un peu mélangé les mots, là, tu sais, Ouais. suicide assisté, Oui, l'aide tellement. médicale à mourir, c'est la même chose, Ah, tu sais. ouais. C'est comme, il y a vraiment beaucoup de confusion, puis Ouais. la littératie, ben, elle devient difficile à améliorer, là, tu sais. Ouais. Les gens ne savent même pas où cliquer pour trouver l'information, Non, pour que ça c'est soit ça. facile à comprendre, tu sais. Ouais. Mm. Ouais. Fait que c'est un peu dans cette optique-là là, que je me place. C'est un peu comme une éducatrice plus large là, pour la population plus large à ce niveau-là, parce que je pense qu'en ayant les connaissances, en sachant qu'est-ce que c'est les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est l'aide médicale à mourir, ben les gens peuvent vraiment faire des bons choix. Ben Parce que oui. souvent, ils n'ont pas toute l'information, puis ils savent pas, disons, que les soins palliatifs sont hyper efficaces. Mhm. La plupart des gens savent pas ça, tu sais. Puis, ben, Exact. en fait, tu sais, moi, ce que j'observe, c'est qu'on dirait que depuis qu'il y a l'aide médicale à mourir, ça devient souvent la seule option possible Ouais. pour les gens. C'est ça qu'on entend. Fait que, tu sais, c'est comme si les soins palliatifs traditionnels sont mis de côté, Ouais. sont délaissés, puis sont même, tu sais, très négligés, là. Puis Ouais. les gens, c'est comme si ils pensent qu'avec les soins palliatifs traditionnels, ils vont souffrir, Ils vont être en agonie, ça va être ouais, c'est ça. épouvantable, mais non, tu sais. Ben c'est ça. Non. Puis c'est ça qu'on voit aussi, tu sais. Dans un sens, il y a, tu sais, il y a de l'enseignement à faire, là, tu sais. Si je peux garocher une première statistique, mais tu sais, il y a 1 cas sur 250 qui est réfractaire aux soins palliatifs. Et ça veut dire qu'il y a 99,60% des gens qui répondent très bien aux soins palliatifs, puis qui sont soulagés par les soins palliatifs. C'est une médecine hyper avancée, qui Ben oui. couvre la majorité des souffrances aussi, parce qu'on va se le rappeler, les souffrances physiques sont presque secondaires dans le processus de la fin de vie. Oui. Souvent, c'est d'autres types de souffrances qui viennent en avant-plan, puis c'est surtout des souffrances psychologiques comme la peur. Puis la peur, ben, ça a un effet de souffrance en elle-même, dans le sens que ça peut induire des souffrances physiques aussi. Là, tu sais. Quand on n'a pas peur, on n'a pas mal. C'est souvent mis dans la main. Donc, tu sais, que les soins palliatifs s'orientent vraiment pour offrir des soins holistiques, c'est-à-dire qu'ils prennent toute la personne en charge dans son entièreté, ben, ça permet de diminuer, en diminuant les autres types de souffrances, on diminue aussi la souffrance physique. tu sais. Oui, tellement. Puis oui, il y a un effet de contagion. Il y en a un avec l'aide médicale à mourir parce que c'est la chose qui est vraiment discutée. Puis ça a été très arrimé avec le concept de mourir dans la dignité, comme si ça allait nécessairement main dans la main. Mais dans ça, il y a un problème aussi, dans le sens que c'était pas nécessairement en bottant sa vie qu'on est plus digne. Tu sais. Dans la fin de vie, c'est pas du tout, là. C'est Non, ça. non. C'est ça. On a comme un problème. Tu sais, c'est pas pour dire que. Tu sais, je comprends très bien qu'il y a des personnes qui, dans certaines circonstances, font le bon choix en demandant l'aide médicale à mourir. Mais tu sais, d'un point de vue de l'existence d'une personne, est-ce que c'est le bon choix nécessairement à chaque fois que ce choix-là est fait? Ben, j'en doute. Tu sais. J'ai vraiment des doutes à ce niveau-là. Fait qu'il y a des grandes questions à se poser. Puis je pense qu'on va toujours devoir se les poser, même si on a déjà mis ça sous texte de loi. Il faut toujours réactiver ces questions-là parce que ça reste que c'est une question qui se pose pour chaque individu. Ben oui. Puis la réalité est différente pour chaque individu. Fait que le débat éthique est tout le temps ouvert pour chaque individu qui demande l'aide médicale à mourir ou qui demande les soins palliatifs. Ouais. Moi, j'ai comme l'impression que ça a juste complexifié les choses. Ouais. Tu sais, c'est dommage parce que c'est pas ça. C'est pas le but, là, tu sais, avec de mettre une loi sur les soins de fin de vie, de mettre l'aide médicale à mourir. Le but, c'était juste d'avoir plus d'options. Puis bon, puis finalement, j'ai l'impression que c'est juste plus compliqué pour tout le monde, tu sais. Ouais. Ben, il y a un phénomène en psychologie, là, l'illusion du choix. Là, plus tu as de choix, moins t'en prends. Là, dans le sens, je comprends. moins t'es tenté de faire un choix là, parce qu'il y en a comme un peu trop devant toi. Là. Ouais. Je pense que ça fait un peu cet effet-là aussi. Là, quand il y avait pas l'aide médicale à mourir, ben, nécessairement, on passait par les soins palliatifs, mais ça voulait dire aussi qu'on investissait plus les soins palliatifs. Fait que là, est-ce qu'on va délaisser ça progressivement? Ben, il y a fort à parier qu'un peu. Là, même si la loi sur les soins palliatifs, concernant les soins de fin de vie, a pour but aussi d'encadrer les soins palliatifs, ben, on l'appelle la loi sur l'aide médicale à mourir. C'est pas... C'est comme... c'est sûr que ça jette de l'ombre là, sur ce milieu-là. Oui, exact. Puis si on se pose la question, là, c'est quoi l'aide médicale à mourir? Ben, bon, pour ceux-là, c'est pour ceux qui connaissent absolument rien puis qui n'ont pas été confrontés à ça encore. Là, l'aide médicale à mourir, c'est un synonyme d'euthanasie. Donc, quand on parle d'euthanasie active, donc un médecin qui donne la mort à un individu, on parle d'aide médicale à mourir. Au Québec, on a comme un peu changé le sens des mots.
On a nommé ça aide médicale à mourir et non euthanasie parce que en 2015, quand le gouvernement du Québec a décidé de légaliser l'euthanasie, il pouvait pas nommer ça euthanasie parce que l'euthanasie, c'était criminel dans le code criminel canadien. Donc, il a fallu un petit peu faire du marketing là aussi, là, changer ça de bord pour faire passer ça comme un soin médical pour que ça soit sous la loi de la santé, en fond, de la santé et services sociaux. Donc, en faisant ça, ça devenait de juridiction provinciale, automatiquement. Ça devenait un soin de santé, juridiction provinciale, le Canada n'a rien à y voir. 2016, le Canada a changé la loi du Code criminel canadien pour empêcher qu'il y ait de la prosécution envers les gens qui ont donné l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie et ce n'est pas du suicide assisté au Québec. C'est bien de préciser. Oui, c'est important parce que les gens ils confondent souvent les deux. Et je les comprends. Ça m'a pris des années avant d'être capable de bien départager les deux réalités. L'euthanasie, c'est un médecin qui donne la mort. Le suicide assisté, c'est un médecin qui donne les moyens, soit une prescription de médicaments ou des moyens, des connaissances, à une personne qui voudrait s'enlever la vie elle-même ou avec une tierce personne qui l'aiderait à s'enlever la vie. Ça, c'est illégal. Au Québec. Au Québec. Mais c'est ça qui est mélangeant, c'est que c'est illégal au Québec. Ouais. Parce que ça correspond pas à l'idée de la loi qui est un soin de santé. Par contre, au Canada, c'est légal. Ouais. Donc, on a comme cette espèce d'enjeu-là encore, là, de différence canadienne-québécoise qui fait que ça rend ça plus compliqué pour la majorité des gens. Donc, je reviens, l'aide médicale à mourir, c'est vraiment... Puis je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui accrochent, ça scille les oreilles, c'est de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est pour mon chien, c'est pas pour ma mère. Mais c'est le réflexe qu'on a. Hein? Mais c'est ça, le mot euthanasie est lui-même un mot, comment qu'on dit, là, encore un mot qui rend mieuxté, là. Pas un pléonasme, un euphémisme. C'est un euphémisme. Donc, ça veut dire ça veut dire bonne, puis thanasie, ça veut dire mort. Donc, euthanasie, ça veut dire bonne mort. Donc, c'est comme un euphémisme en soi, le mot euthanasie. Donc, c'est comme si on avait rajouté un degré de complexité à la linguistique, là. Donc, ça rajoute une couche de complexité. Au Québec, là, comment ça se pratique, l'euthanasie, là, c'est vraiment... Là, je dis médecin depuis le début, mais c'est aussi maintenant des infirmières praticiennes spécialisées là, qui peuvent faire l'aide médicale à mourir. Mais généralement, c'est ça. Ça va se pratiquer dans n'importe quel milieu. En fait, l'aide médicale à mourir peut se faire à l'hôpital comme en maison de soins palliatifs depuis quelques années. Là. Maintenant, le Québec a obligé les maisons de soins palliatifs à permettre l'aide médicale à mourir dans leurs murs. Aussi à domicile ou même dans un parc. Là. Je veux dire, il y a des cas assez troublants parfois là, d'aide médicale à mourir qui se font en public là, sans le consentement nécessairement des gens autour. C'est comme il faut élire domicile. Là. On peut élire domicile un peu n'importe où. Là. Donc, il faut que ce soit quand même autorisé par la direction professionnelle de l'établissant. Là, parce qu'ils ne voudraient pas que les centres funéraires, par exemple, commencent... Comme il y a eu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, je ne sais pas. Oui, il y a 2 ans, il y a eu ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait un centre funéraire qui offrait comme la mort tout en un, là, dans le sens qu'il permettait la location d'une salle avec un fauteuil blanc, puis il y avait un médecin qui venait prodiguer l'aide médicale à mourir à cet endroit-là, puis l'exposition se faisait comme instantanément après. Puis là, ça a comme vraiment fait un tollé. Là. Puis il faut pas que ça soit monétisé non plus. Là, non, c'est ça. C'est ça. Il y a des zones grises. Oui. Ça peut être difficile des fois, là, ces zones grises-là. Là. Donc, c'est ça. En fait, là, c'est assez simple. Ça se passe... l'aide médicale à mourir à proprement parler, là, ça se fait assez rapidement. Là. Ça prend 15-20 minutes, là, le soin en tout, là, à peu près. Là. Le temps qu'il y ait l'anesthésiste qui donne ce qu'il faut au médecin, là, qui est 3 injections, en fait, là, pour un calmant, une pour arrêter Mon Dieu, je me mélange tout le temps rendu là. La première, là, ça va comme endormir la personne. C'est ça, un calmant pour endormir. Après ça va induire le coma. Oui. Puis après ça, c'est un neurobloqueur qui appelle là, pour vraiment venir arrêter le cœur de battre. C'est ça, merci. À chaque fois que je l'enseigne dans mes cours, je me mélange tout le temps avec ces 3 injections-là. Il faudrait que je les apprenne avec un truc mémotechnique. Là. Fait que, tu sais, c'est 3 classes de médicaments. Mais tu sais, il y a plusieurs seringues. Là. Moi, ça, je le dis toujours aux familles, aux patients. Parce qu'on entend souvent la piqûre, ils vont me donner la piqûre. Ouais. Mais en réalité, c'est pas juste une. C'est pas juste une seringue. Là. Fait que des fois, ça peut être un petit peu imposant là, d'arriver. L'arsenal. Oui, il y a vraiment beaucoup de seringues. Là.
Mais tu sais, il y a quand même la piqûre. La première piqûre, Oui. c'est le... Qui endort. c'est ça, c'est la piqûre la plus significative aussi dans un Dans le sens. Là. fond, si je comprends bien, c'est quoi? C'est un... Ben, pas un soluté, mais c'est un... C'est de la médication intraveineuse. intraveineuse. Fait qu'il y a Oui. quelque chose qui est inséré On dans la... installe un petit cathéter OK. intraveineux. Puis après, ben là, Bien. il y a comme plusieurs injections Oui. qui n'en viennent à la mort. Exactement. OK, je Tu comprends. l'as bien nommé, c'est à peu près 15. Ouais, 15 minutes, 20 là, minutes. c'est OK, pas fait très que long. c'est pas long. pas là. long. Non, c'est ça. OK, je pensais que c'était Ouais. plus C'est long. pas que long, ça. mais en même temps, c'est pas 3 secondes. Là, tu sais, Non, c'est ça. C'est ça. Mais, C'est quand même un petit processus. Là. Oui. Puis, tu sais, souvent, après la première injection, la personne dort. Même, OK. tu sais, Ouais, je vois c'est souvent ça. des gens ronfler. Là, fait que, Après la première injection, la personne est plus... tu sais, elle elle peut plus entend parler. Non. plus. Est-ce qu'elle entend encore? Oui. Oui. Ouais. La deuxième injection, j'imagine qu'elle n'entend plus. C'est Ou- le coma. Fait que, OK. tu sais, la littérature nous dit que l'audition est le sens qui perdure jusqu'à la fin de la vie. OK. Fait que, tu sais, au coma, probablement qu'ils nous entendent, là, mais OK. clairement, elle peut plus parler. Elle peut plus Non. répondre. Ouais. OK. Ouais. Je veux savoir. J'étais curieuse. Puis sinon, est-ce qu'il y a des critères... Mais c'est quoi les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir? Évidemment, il faut être majeur pour l'instant. C'est encore, Oui. on pourra en parler peut-être plus tard aussi là, de cet élargissement-là là, de l'âge. Donc, il faut être majeur. Il faut être assuré au sens de la loi sur l'assurance maladie du Québec. Donc, il faut OK. avoir notre carte RAMQ, simplement. Mm-hmm. Sauf s'il y a un bémol. Là, on peut aller dans d'autres provinces canadiennes pour recevoir le suicide assisté ou l'aide médicale à mourir. Là. Ça, c'est possible. Ça s'est vu souvent, même là, récemment. Parce que les juridictions sont différentes puis ont des règles différentes aussi, même s'il y a comme la loi canadienne. Là, chaque province a sa propre saveur. Ensuite, il faut être apte à consentir aux soins, mais là encore, là, ça, c'est quelque chose qui a changé récemment là, avec l'élargissement pour les troubles neurocognitifs majeurs. On peut y revenir un peu plus tard si vous voulez, là, parce que c'est sa propre boîte en elle-même. Ouais, là, ça va être des demandes. des demandes anticipées. Ouais, OK. on pourra, On pourra en revenir. Il faut être atteint d'une maladie grave ou incurable. Ça aussi, là, c'est pas tout à fait valide encore. Là. C'est dans un sens caduque, là, à certains égards, là, surtout pour les troubles neuromoteurs. Ben, c'est sûr, c'est une maladie grave incurable, un trouble neuromoteur, là, mais dans le sens que c'est pas nécessairement juste un cancer. Là. On peut avoir des gens qui ont différents types de troubles, comme la sclérose latérale amyotrophique, là, des choses qui vont pas nécessairement induire le décès de la Dégénératif, personne ouais, là, c'est à ça. court terme. C'est ça, dégénératif. Ben, dans la loi, ils disent un trouble neuromoteur. Là, c'est un peu bizarre comme terme, là, parce que c'est pas le terme qu'on utilise généralement. Là. Donc, avoir aussi une situation qui est caractérisée comme irréversible, là, dans le sens qu'il y aura pas, la personne ne va pas aller dans ce rang mieux temps, comme on dit, puis qu'elle éprouve évidemment des souffrances physiques ou psychiques constantes. Donc, c'est pas nécessairement juste des souffrances physiques. La personne aussi peut avoir seulement des souffrances psychiques là, liées à son état, comme justement dans les cas de troubles dégénératifs. Là, la personne ne souffre pas nécessairement physiquement, mais sa situation fait qu'elle souffre psychiquement ou socialement gravement. Là. Puis évidemment, depuis 2020, là, on a retiré le critère de la fin de vie là, suite au jugement de Gladue-Truchon là, qui a eu lieu justement pour les troubles dégénératifs là, neuromoteurs. Oui, parce que OK, dans le donc fond, avant, quand que ça a été légalisé au début, l'aide médicale à mourir au Québec, dans un des critères, c'était que la personne doit être en fin de vie. Absolument. C'est Donc ça. là, OK. il y avait toute la question que le médecin devait émettre. Un pronostic. Un pronostic. C'est ça. Tu sais, fait OK. qu'on parlait C'était souvent de... 3-6 mois, ouais. Ouais, ou tu sais, ça c'était... C'était pas écrit dans la loi, là, mais bon, c'était en fin de vie. Un pronostic vital limité. Là. Ouais. Normalement, c'est 3-6 mois, là, la fin de vie là, qu'on dit. Là. Mais Fait que là, ça ouais, a été enlevé. ça a été enlevé. C'est ça. Ah, OK. Ouais. Fait que les gens peuvent avoir un pronostic tu sais, de plus de 18 mois et être cadré Éligible. dans tous les autres critères OK. et recevoir l'aide médicale à mourir. Exactement. là. OK. Puis c'est ça, je veux revenir un peu là, sur les élargissements possibles. On a parlé de la majorité de l'âge. Au Québec, c'est pas tant discuté cet enjeu-là, mais au Canada, il y a quand même pas mal de pourparlers là, pour élargir l'aide médicale à mourir aux mineurs matures, qu'on appelle. Là. Donc, ce serait des enfants de 14, 15, 16 ans, là, des adolescents là, qui auraient des conditions qui répondraient aux autres critères là, d'aide médicale à mourir, puis qui auraient une maturité psychologique qui leur permettrait de faire ce choix-là de façon rationnelle.
On peut en débattre. Je pense qu'il y a beaucoup de cas là, qui pourraient être problématiques avec ça. Le Collège des médecins aussi, l'année passée, le Collège des médecins du Québec, l'année passée, a proposé qu'on puisse offrir l'aide médicale à mourir aux enfants de moins d'1 an qui seraient atteints de maladies très, très graves, là, puis qui n'auraient pas de qualité de vie. On peut aussi en débattre longuement de cette question-là. C'est une grosse question là, pour un enfant qui a connu que ça. Est-ce que c'est ça, pensons-y, là. Ça peut être assez compliqué comme question. C'est juste parce que, tu sais, on est qui pour juger de sa souffrance aussi? Exactement. Puis, cet enfant-là n'a pas connu autre chose que son handicap. Est-ce qu'il peut quand même jouir de la vie? Puis nous, on n'est pas capable de se projeter dans ce que lui est capable de vivre, là. Puis aussi, tu sais, on peut avoir des pronostics très sombres de maladies, puis finalement, l'enfant, par sa malléabilité puis sa capacité d'adaptation, c'est ça. C'est compliqué. C'est des questions, parce que c'est des questions qui sont vraiment compliquées, parce que là, on joue avec la vie des gens, là. Ouais, c'est ça. oui. Puis, nécessairement, tu sais, quand on joue avec la vie des gens, puis que les questions sont hyper compliquées, on peut pas dire que la réponse est simple. Fait que, tu sais, c'est ça. Je peux pas. J'accepte pas de réponse simple dans ce sujet-là. Là. Je pense que c'est comme. La réponse doit être compliquée, là, parce que la question l'est. Là. Donc, puis juste, je viens d'avoir un flash, mais tu sais, dans les critères aussi, maladie grave et incurable, il faut dire que ça l'exclut la santé mentale. Au Québec. Oui. C'est vrai, juste au Québec. Fait que, tu sais, par exemple, quelqu'un qui est atteint de, je sais pas moi, de dépression majeure et sévère, c'est quand même une maladie très grave, là. Puis débilitante, là, absolument. Ou de schizophrénie, là. Oui, tu sais. Ouais. Elle n'est pas admissible. Mais c'est ça l'enjeu aussi, c'est que là, en décembre 2021, là, il y a eu un rapport de la commission qui s'est penchée sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie, qui a sondé à la fois les experts en la matière et la population, les politiciens aussi, sur les deux questions. L'élargissement pour les troubles neurocognitifs majeurs, donc Alzheimer, démence et autres problématiques de ce genre, et l'élargissement pour la santé mentale. Et avec beaucoup de force, tous les acteurs de la société civile ont refusé l'élargissement pour les troubles de santé mentale et ont accepté l'élargissement pour les troubles neurocognitifs majeurs. Puis ça va être aussi un problème, j'imagine, dans quelques années, là, le fait qu'au Québec, on refuse catégoriquement l'élargissement pour les troubles de santé mentale, parce qu'au Canada, ça pousse beaucoup pour être passé dans la loi canadienne. Puis ça passe aussi avec le Bloc. Hein. Ça, j'ai toujours trouvé ça un petit peu absurde, là. Le Bloc québécois qui... Puis tu sais, je suis d'allégeance assez nationaliste, là, mais qui est censé représenter les intérêts des Québécois à Ottawa. Là. C'est ça l'objectif du Bloc québécois, qui est en force depuis les dernières élections, et qui pousse avec le Parti libéral pour créer cet élargissement-là pour permettre aux gens qui sont atteints de troubles de santé mentale d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, alors que la volonté des Québécois est majoritairement contre. Et la volonté des Canadiens aussi. Là, il y a 85% des Canadiens qui sont contre cet élargissement-là. Quand même. Donc, c'est vraiment beaucoup. Fait que c'est quand même surprenant parce que je pense qu'on voit la complexité de la question. Tu sais, dans un cas de santé mentale, ben, je peux pas te dire parce que tu vis une dépression sévère, tu sais, puis qui est récurrente que tu vas jamais t'en sortir. C'est ça. Je peux te le dire pour un cancer. Il y a comme la notion d'incurabilité, dans le fond, que ce soit incurable, tu sais, qui... Puis il y a pas... C'est ça. Puis il y a pas un psychologue, un psychiatre qui peut affirmer hors de tout doute qu'un trouble de santé mentale est absolument incurable. Ça fonctionne pas comme ça, les troubles de santé mentale. Ça veut pas dire que la personne ne souffre pas au point de vouloir en finir, là, ça c'est clair. Sauf que c'est un petit peu une porte de sortie facile. Dans un sens aussi où on a un manque criant de ressources de santé mentale dans la population québécoise et canadienne. On a un manque criant de ressources de santé sociale aussi, là, d'avoir accès au logement, d'avoir accès à la nourriture décente, d'avoir accès à un travail décent. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des états de pauvreté assez lamentables. Là, puis que pour eux, ben, ça peut valoir la peine. Peut-être l'aide médicale à mourir. On en a vu là, plusieurs cas là, de gens qui perdaient leur logement puis qui font une demande d'aide médicale à mourir. C'est des gros cas. Parce que tant qu'on ne règle pas ces problématiques-là, on ne peut pas ouvrir cette boîte-là. Là, c'est vraiment complexe. Surtout quand la population le voit qu'il y a un manque de cohérence puis qu'il y a un manque de logique dans cette ouverture-là. Là, à un moment donné, ça prend des politiciens qui respectent aussi la volonté de la population. Donc, on a fait vraiment ce ménage-là au Québec. Puis je pense que c'est le fun qu'on l'ait fait aussi là, parce que ça a vraiment permis
Ben, ça a comme redonné espoir là, à tout le milieu de la prévention du suicide aussi, parce que c'était une des grosses craintes là, de la prévention du suicide, qui est cette ouverture-là, puis que ben on perd des joueurs parce que les gens ont accès maintenant à l'aide médicale à mourir quand ils ont, disons, démontré pendant 3 mois là, qu'ils ont des souffrances intolérables. Là. Ben comment on peut intervenir, tu sais, quand tu peux juste prendre la poudre d'escampette, tu sais, ça empêche le travail d'ambivalence, ça empêche de mettre les gens de leur montrer leur réalité puis qu'ils puissent vivre l'intensité de leurs émotions parce qu'ils peuvent fuir. Tu sais. Ça l'empêche de susciter l'espoir, en fait. Exactement. Parce qu'on dit socialement, c'est correct que tu meurs. Tu sais. Fait que c'est comme... c'est un message lourd, là. Oui. Oui. Ouais. Mon Dieu. J'avais pas vu ça de même, Oui. Ben, en fait, avec Expression, ça avait été comme le premier mandat que j'avais eu avec vous aussi, avec mes collègues d'époque, là. Mais de parler d'aide médicale à mourir dans un contexte d'écoute, de prévention du suicide, puis c'est ça, c'était dès que la loi est arrivée en 2015, il y a eu des gens qui souffraient psychologiquement vraiment de façon vraiment importante qui pensaient qu'il y aurait accès à cette loi-là, à ce soin-là. Puis tu sais, comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un qui a un refus, qui se fait refuser le droit de l'aide médicale à mourir? Il y a tout ce volet-là aussi. Absolument. Là, toi, tu as parlé de ta formation pour les proches, mais comment est-ce qu'on a... C'est ça. Ça crée une autre forme de souffrance. Absolument. Là, puis ça fait aussi qu'il y a des gens qui s'enlèvent la vie avec leurs propres moyens aussi au bout de la run. Mais puis oui, c'est difficile aussi parce que tout le processus de demande d'aide médicale à mourir, puis il est rarement fait par le médecin traitant de la personne. C'est la plupart du temps, mettons un patient qui aurait des difficultés psychiatriques ou qui aurait une maladie puis qui pense qu'il pourrait avoir accès à l'aide médicale à mourir, va faire la demande à son médecin traitant. Son médecin traitant va le référer parce que la plupart des médecins ne sont pas à l'aise avec cette pratique-là. Ça dépend peut-être des régions parce que nous, ici, là, il y a beaucoup de médecins traitants, là, des médecins de famille, des généralistes qui... Je connais pas la statistique, mais c'est quand même une majorité de cas qui sont transférés, dans le fond, à un autre médecin qui connaît pas la réalité de cette personne-là nécessairement, puis qui est pas à même de pouvoir lui donner du soutien si elle essuie un refus. C'est ça. Fait qu'il y a comme une espèce de... c'est plus enchaîné, là, ce service-là. Là. Fait que ça crée de la souffrance aussi, que ce soit plus enchaîné, là, que ce soit pas nécessairement avec des professionnels que la personne connaît. Là. Mais peut-être que dans la région ici, oui, je suis sûre que je suis pas connaissante de chaque CIUS, de chaque cas non plus, mais de façon générale, c'est ça qu'on semble comprendre, là, qui a été discuté aussi là, avec dans la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est quoi ici? En tout cas, avec les députés. Là. Les commissions, c'est ça, les commissions au Québec. C'est passer d'un tableau à l'autre, des fois, c'est mélangeant, Québec-Canada. Là. Puis, tu sais, on pourrait peut-être parler rapidement des étapes là, d'une demande d'aide médicale à mourir. Tu sais, moi, souvent, c'est ça. Quand il y a un patient qui me parle, qui pense peut-être à demander l'aide médicale à mourir, j'aime ça lui expliquer les critères d'admissibilité, mais aussi les étapes et surtout de nommer que ce n'est pas un soin d'urgence. Oui, ça peut arriver là, dans certains milieux là, que ça se fait assez rapidement en quelques jours. Là. Mais souvent, ça se planifie. Il faut prendre le temps de bien comprendre c'est quoi la décision qu'on prend, justement. Fait que, veux-tu nous en parler des étapes? Ou... Ben, c'est sûr, comme tu dis, la première étape, c'est de demander de l'information. C'est ça. C'est la première étape dans la loi, c'est ça qui est inscrit aussi. Puis il y a certaines professions qui sont à même de pouvoir donner cette information-là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'aurais pas le droit d'aller dire à un patient, là, voici l'information sur l'aide médicale à mourir. Là, c'est vraiment réservé aux médecins, aux infirmières, aux ergothérapeutes, aux travailleurs sociaux, aux psychologues. Puis il y en a un autre qui m'échappe. Physio? Oui, c'est ça, je pensais physio, mais je suis pas sûre. Ça doit être ça. Donc, c'est les professions qui sont à même de pouvoir donner cette information-là. Ensuite, bien évidemment, on aimerait que la personne puisse prendre le temps d'y penser puis d'en parler avec les personnes dans sa vie. Avec ses proches. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Puis ça, c'est aussi une zone de conflit, de problématique là, avec, par rapport à l'aide médicale à mourir. C'est que ça reste...
ça reste que si la personne souhaite que ça se fasse dans la confidentialité, c'est dans son droit puisque c'est un soin de santé. Ouais. Donc, il y a eu de nombreux cas d'aide médicale à mourir qui étaient des surprises là, pour les proches. Là, puis ça, c'est très problématique. Là. Mais en même temps, c'est ça. C'est dans les, parce que c'est cadré comme un soin de santé, c'est dans les droits de la personne d'y recourir sans avoir à avertir sa famille. Donc, ensuite, il va y avoir la demande écrite. La personne va compléter un formulaire là, de demande là, pour avoir une évaluation. Elle doit être co-signée par 2 témoins indépendants. Donc, il y a des gens qui ne seront pas... qui tireront pas. Ah oui, c'est vrai, c'est rendu un témoin. Ça change tellement, ces affaires-là. Oui, ça change vite. C'est ça. Mais t'as raison, ça a changé en 2020, je pense que c'est devenu un témoin. Donc, une personne qui ne tirera pas avantage là, du décès de la personne. Là, donc, ça peut être n'importe qui, un ami ou quelqu'un. Ouais, ça peut être la famille. Un voisin. Mais pas un parent, disons. Là. Souvent, là, on va exclure les membres de la famille pour être sûr qu'ils ne sont pas sur le notaire. Je comprends. C'est pour avoir un héritage. Ouais. C'est souvent ça. OK. Exact. Ouais, c'est logique aussi. Ouais. Ensuite, va venir l'évaluation médicale. Donc là, c'est ça. Là, peut-être que je vais me tromper, mais de mémoire, il y avait 2 médecins là, qui faisaient une évaluation du patient, là, de la demande, en fait, là, à savoir si elle était recevable. Si elle est recevable, donc il va y avoir une approbation de la demande. Puis par la suite, bien évidemment, il va y avoir l'administration de l'aide médicale à mourir. Là. On dit que ce processus-là devrait prendre 10 jours. Là. Donc, de la demande jusqu'à l'administration, là, c'est un délai maximal de 10 jours là, pour l'aide médicale à mourir. Puis, évidemment, ça peut être étiré, changé selon les désirs de la personne. Puis je me demandais, tu sais, on dirait que dans ma tête, j'avais entendu dire, c'est sûrement pas vrai, là, mais que le patient lui-même devait rencontrer un psychologue ou quelqu'un. Non, il n'y a pas du tout ça. En fait, la loi québécoise est comme particulièrement permissive là, à ce niveau-là. Okay. De un, le patient est lui-même expert de sa souffrance, contrairement à d'autres juridictions dans le monde où il y a une évaluation, à savoir si la souffrance est vraiment répond aux critères d'aide médicale à mourir. Au Québec, c'est vraiment le patient qui lui-même détermine si sa souffrance est jugée intraitable, là, qui peut pas être soulagée. Ça, c'est vraiment une des grosses particularités de la loi au Québec. Quand on signe une demande d'aide médicale à mourir, on ne peut pas la recevoir avant 10 jours. Avant, c'est ça. C'est plus ça. Ça a été banni. Ah, OK. Fait que quelqu'un qui signe une demande d'aide médicale à mourir pourrait la recevoir 2 jours plus tard. Oui. OK. Mais on tente quand même de respecter un délai, de le faire en 10 jours, dans le sens que ça ne soit pas trop étiré. La demande. Pas un mois, là, mais la personne peut faire la demande comme que ce soit plus tard, mais il va falloir qu'on refasse son consentement. Mais c'est quand même, on essaie de faire ça le plus rapidement possible entre la demande puis l'administration. Mais ça peut être 2 jours aussi, c'est ça. Mais auparavant, il y avait minimum 10 jours. OK. Ouais. Fait que c'est juste qu'ils vont revalider le consentement avant de faire le soin. Oui, ça, c'est obligatoire, en fait. Là, juste avant que le médecin administre, il va revalider si c'est toujours le souhait de la personne, si la personne est toujours apte. Parce que ça se pourrait qu'elle change d'idée, là. Oui, elle peut changer d'idée jusqu'à la dernière seconde, là, comme on dit. Puis, autre chose qui est nouveau aussi récemment, c'est le formulaire de consentement en cas de perte d'aptitude. Oui. Donc, ce formulaire-là, il peut être signé si le médecin juge que le patient, il risque de perdre son aptitude à tomber consentir. dans le coma, là. Ou ça peut être juste métastase cérébrale. Le patient va devenir confus. Donc, c'est sûr que s'il est confus, au moment que le médecin va demander « Hey, c'est-tu toujours ça que vous voulez? » Ça se pourrait qu'il réponde n'importe quoi. Donc, avec ce formulaire-là, le patient le signe quand il est encore apte, évidemment, et ça vient dire, même si je perds mon aptitude, que je suis confus, que je suis mêlé, au moment du soin, je veux quand même que vous m'administrez l'aide médicale à mourir. C'est ça. Ça, c'est une bonne chose, je trouve, parce que la problématique qu'on avait, c'était que les patients s'empêchaient de prendre de la médication, par exemple, de la morphine. Pour rester conscient, pour pouvoir. Ouais, parce que ça arrive des fois là, que la morphine, ça l'endort, les gens sont un petit peu plus somnolents. Il y en a qui peuvent faire des petits délires. C'est ça, devenir un petit peu confus sur la médication. Fait qu'ils s'empêchaient de prendre de la morphine qui est censée les soulager physiquement. Fait qu'ils enduraient la douleur pour. Ça avait comme
pas de bon sens, là. Oui, c'est Non. sûr, c'est contre-productif. Ben oui, totalement. Je me rappelle, là, tu parlais Oui. de rencontrer un psychologue. OK. Oui. Ben, en fait, non, c'est ça. Dans la loi québécoise, il n'y a pas d'obligation Non. d'évaluation psychiatrique, d'évaluation psychologique. Il n'y a pas non plus d'obligation à consulter une équipe de soins palliatifs. Puis ça aussi, c'est une particularité de la loi québécoise qui est dans d'autres juridictions, comme en Suisse, pas en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, là, il faut une consultation Ah oui, OK. avec une équipe de soins palliatifs avant de demander l'aide médicale à mourir. C'est sûr Donc- que c'est toujours préférable, même si c'est souhaitable, presque, tu sais. Oui. Oui. Très, très recommandé, disons. Chaudement. Considérant en plus que la majorité C'est- des gens qui sont en fin de vie n'ont pas accès à des soins Non. palliatifs, Exactement. c'est absolument... Nous, ouais, c'est ça comme ça très bien. qu'on fonctionne. Là. Tu sais, c'est sûr que moi, s'il y a un patient qui me parle d'aide médicale à mourir ou qui en parle dans le bureau du médecin, qui est suivi par personne d'autre que son médecin de famille, c'est sûr là, que le médecin il va dire ben je vais faire une référence au CLSC, une travailleuse sociale qui va aller vous voir. Elle pourra tout vous réexpliquer ce qu'on a parlé dans le bureau, prendre le temps tu sais, de vous accompagner dans ce processus-là, puis d'accompagner les proches aussi, la famille. Puis, fait que, ouais, super pertinent. C'est sûr qu'on se sent un peu plus soutenu que de juste dire, Ben oui. bon, tiens, c'est ça, puis remplir le formulaire. Puis, tu C'est sais, ça. je pense que c'est la bonne chose à faire Oui. pour les gens. Là. Vraiment. Comme moi, c'est sûr que ça serait ça que Ouais. je prioriserais. Ouais. Puis après ça, ben, dans les étapes, on avait tout dit? Ouais, Vient ben, le choix de c'est la ça. date. Là, tu sais, on Le choisit choix de la avec date le qui va médecin. être là, puis aussi on peut ajouter une forme de rituel, on peut personnaliser le moment, on Ben peut avoir oui. de musique, créer une ambiance aussi pour cette situation-là. Puis évidemment, il y a un rendez-vous, un moment, une heure précise, un jour précis là, où sera administré l'aide médicale à mourir, là, comme on discutait un peu plus tôt. Ouais. Puis, tu sais, tu disais aussi qu'il y avait 2 évaluations médicales, tu sais, 2 médecins indépendants qui vont évaluer si le patient y est admissible. Puis pour les cas, tu sais, qui ont des pronostics plus longs, là, tu sais, les troubles plus neurodégénératifs, voyons. Ben là, parfois, il y a un des médecins qui doit être expert, tu sais, dans le domaine, là. Fait que, tu sais, il y a cette petite notion-là aussi qui est nouveau. Mon Dieu, ça C'est- va bien. Ah, oui, ouais, c'est oui, intense. c'est dur à C'est suivre. hein? dur à suivre. C'est dur à suivre pour les professionnels aussi, là, Vraiment. parce que tu sais, Vraiment. c'est tous des petits détails qui sont pas Oui. négligeables. Là, Non. tu sais, Non, c'est pas ça, du c'est tout. de savoir Ben, ça, tu sais, c'est ça. C'est gros. Oui, c'est gros. Puis, tu sais, des fois, la loi nous sort des nouvelles indications, mais les documents ou les formulaires ne suivent pas nécessairement ce qui est nouveau. Fait que là, ça devient compliqué parce qu'il est écrit quelque chose sur le formulaire, mais là, la loi dit quelque chose d'autre. Fait que, bref, non, c'est vraiment pas évident. Non, effectivement. J'imagine, tu sais, autant pour les professionnels, mais les gens tu sais, c'est aussi difficile à suivre là, pour la population. Ben oui. Mm. D'où... Toute l'importance d'en parler aujourd'hui. Hein? Oui. Puis tu sais, justement, on pourrait parler peut-être... tu sais, on parlait tantôt des troubles cognitifs. Là. les Ça troubles aussi, c'est neurocognitifs, neurocognitif. Tu sais, ça a fait beaucoup jaser dernièrement. Oui, là, hein? Absolument, oui. Fait que Mon ça, Dieu. c'est nouveau depuis octobre. là, Octobre, fin oui, c'est ça. On est en novembre, le 30 octobre. C'est ça. Ouais. Donc, ça fait à peine un mois, là, 3 semaines. Là. En fait, 3 semaines, oui. Fait que dans le fond, avant. Dans le fond, je vais te laisser nous l'expliquer. Vas-y. Non, vas-y, tu avais l'air de partir. Avant, comment ça se passait? C'est juste que, tu sais, maintenant, avec ça, c'est que les gens vont pas faire des demandes d'aide médicale à mourir anticipées. OK. Donc, advenant le cas qu'ils perdent leur aptitude. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais l'enjeu, c'était parce qu'auparavant, avant que ça soit admissible, les gens tiraient la plug plus vite. Dans le sens parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir d'un trouble neurocognitif majeur. Fait qu'ils s'arrangeaient pour, pendant qu'ils avaient toute leur tête, faire une demande d'aide médicale à mourir, la recevoir rapidement. Fait que, tu sais, ils pouvaient... On s'entend un trouble neurocognitif majeur, là, c'est un long terme, mais c'est généralement la maladie d'Alzheimer. On a aussi des démences à corps de Lewy, démences frontotemporales, plusieurs autres types de démences, là, mais qui sont... On n'utilise plus vraiment le terme démence, là, c'est pour ça qu'on dit trouble neurocognitif. Donc, ces gens-là, ils peuvent avoir encore une espérance de vie de 10, 15, 20 ans. Là. On peut vivre longtemps avec la maladie d'Alzheimer. On peut vivre longtemps aussi grabataire avec la maladie d'Alzheimer, dans des conditions physiques vraiment cognitives et physiques et sévères là, qui font qu'on a moins bonne qualité de vie. On peut aussi vivre 15 ans heureux. On a des portraits très différents des troubles neurocognitifs majeurs. Là. Je
je connais des gens qui ont l'Alzheimer puis qui sont heureux. Oui. Point. Ça, c'est des choses c'est heureux. On est content quand ça arrive, là, tu sais. Mais c'est quand même assez fréquent, plus qu'on pense. Donc, les gens qui voulaient avoir recours à l'aide médicale à mourir devaient le faire au début de la trajectoire de leur maladie. Donc, ils devaient un peu saboter, couper leur vie plus court que ce qu'ils auraient voulu parce qu'il y avait l'aptitude à consentir au début. Donc là, ce que ce changement-là dans la loi permet, c'est qu'au moment de l'annonce du diagnostic, le patient et le médecin peuvent, d'un commun accord, identifier des moments clés qui seraient considérés comme des souffrances intolérables. Donc, si, disons, je vais vous donner des exemples, mais j'apprends que j'ai la maladie d'Alzheimer, avec mon médecin, je détermine que le jour où on va devoir changer mes couches, qu'on va devoir me nourrir de force, qu'on va devoir que je reconnaîtrai plus mes proches. Bon, nommer toutes je les... peux être agressif. Oui, exactement. Là, ou que je suis constamment alitée, ou que je me déplace plus. Tu sais, on identifie des critères comme ça, là, pour permettre de procéder à l'aide médicale à mourir à ce moment-là. L'enjeu, c'est bien entendu la notion du consentement, parce que la personne consent à un soin longtemps d'avance. Donc, elle peut consentir à ça 5-10 ans avant d'arriver au moment qu'elle a identifié comme étant inacceptable. Donc, pour pouvoir arriver à donner l'aide médicale à mourir, on identifie un tiers de confiance. Donc, c'est une personne dans l'entourage de la personne qui est identifiée comme étant une personne de confiance, qui connaît les critères qui sont élaborés par le médecin et le patient et qui va, elle, quand elle va reconnaître ces signaux-là, faire appel au médecin puis à l'équipe soignante pour pouvoir compléter la demande d'aide médicale à mourir. C'est quand même un gros fardeau. C'est ça, j'allais dire. Pour cette Imagine. personne-là. Gros fardeau. Dans le sens que Imagine. c'est moi qui va dire Oui. à cette personne-là qui va mourir. Tu sais, Oui. mon Dieu. Oui, c'est ça. C'est immense. Ouais. Puis il y a aussi la notion d'un deuxième tiers de confiance qui agirait comme si le premier, il pourrait pas faire sa job. Dans le fond, on dit, moi, je pars en vacances pendant 3 mois, puis là, ma mère présente ces symptômes-là, donc l'autre personne prendrait la place. Le relais. Ou, disons, ça pourrait être un refus aussi d'agir. Si, mettons, le tiers de confiance refuserait d'agir parce qu'elle considère que on n'a pas ces manifestations-là, ben l'autre tiers de confiance pourrait dire que le premier tiers de confiance fait un refus d'agir, puis là, la pagaille familiale. Oui, c'est ça que je suis en train de me dire. On conviendra que ce sont des personnes proches aidantes autour de la personne, là, les tiers de confiance. Là, fait que c'est problématique. Puis c'est aussi problématique quand la personne n'a pas de tiers de confiance dans sa vie, que ça tombe nécessairement dans les mains d'un professionnel ou d'un préposé. Ça aussi, c'est problématique parce qu'il y a des gens qui vivent seuls, des gens qui sont aux prises de problèmes de santé mentale pendant toute leur vie puis qui se ramassent seuls, là, il y en a beaucoup, plus qu'on pense. Fait que ça aussi, pour cette petite partie de la population, ça peut être compliqué aussi, cet enjeu-là. Puis sans parler de la complexité des critères, là, des manifestations qui sont énoncées au début de la maladie, on conviendra que ça aussi, c'est une immense question en soi. Puis, tu sais, autre chose aussi, si on arrive à un stade où ce que la personne est rendue aux critères qu'elle avait émis, là, par exemple, incontinence, agressivité, elle ne reconnaît pas personne. Bon, c'est beau, il y a quelqu'un qui lève le flag pour dire on est rendu là. Par contre, la personne devra quand même respecter tous les autres critères d'aide médicale à mourir que tu as nommés au début, dont des souffrances physiques ou psychologiques. Fait que, tu sais, si on a atteint le niveau de perte d'autonomie, tu sais, que la personne ne voulait pas se rendre, mais qu'elle a toujours l'air heureuse, il n'y a aucune souffrance physique. Chaque fois que les gens vont la voir, elle est souriante. Ben, ça ne sera pas admissible. Exactement. OK. Fait que il y a tout aussi ce volet-là, là, pour la famille, de dire, ben, elle aurait voulu la voir, mais là, en tout cas. Oui, des débats quand même. Oui. Oui, vraiment. Pour respecter les dernières demandes de leurs proches. Oui. Puis aussi, tu sais, ces manifestations-là aussi sont particulières. Tu sais, une des manifestations qu'on entend le plus souvent rapporter, c'est reconnaître ses proches. Tu sais, ça, c'est vraiment la grosse affaire. Je veux pas oublier mes proches. Tu sais, puis quand j'oublierai ton nom, ben, quand je t'oublierai, j'aimerais ça qu'on
qu'on agisse. Mais ça, c'est vraiment une question hyper complexe, là, surtout pour les gens atteints de troubles neurocognitifs majeurs. Là, reconnaître quelqu'un, c'est un phénomène hyper complexe d'un point de vue de la cognition pour une personne normale. Là, quand on pense qu'on reconnaît quelqu'un en la voyant, mais on reconnaît quelqu'un avec sa démarche, avec sa posture, avec son ton de voix, avec... Puis ça vous est tous déjà arrivé de reconnaître quelqu'un en oubliant où vous l'avez vu, puis que son nom, mais que vous connaissez très bien la personne. Puis c'est comme malaisant parce que, mais pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs, la reconnaissance change dans le sens que c'est pas tout ou rien. Il y a une gradation dans ça, puis ça, on le sait avec des études là, électrodermales, mais les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs peuvent avoir complètement oublié qui est placé devant elles, mais finalement, on le voit avec la conductivité de la peau qu'il y a une reconnaissance, que la personne reconnaît son proche parce qu'elle n'a pas la même réponse épidermale que si c'était un inconnu. Puis parce que c'est ça, c'est profond, là, la cognition, c'est beaucoup plus complexe que juste la cognition préfrontale, nommer les mots, c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait qu'il y a comme ces enjeux-là, puis ça, c'est juste un des enjeux parmi tant d'enjeux. Mais puis après ça vient aussi l'assentiment, une autre question complexe dans le contexte, parce que dans le fond, quand on parle de consentement, on parle d'une personne qui est apte à consentir, qui a toute sa raison pour pouvoir consentir. Dans le contexte d'une personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif majeur, on ne peut plus parler de consentement parce qu'elle n'est plus apte à consentir, mais elle est apte à assentir, dans le sens de dire oui ou non. On appelle ça la notion d'assentiment. Puis ça, c'est une notion qui est quand même utilisée, c'est tout le temps utilisée dans le domaine du soin des gens qui sont atteints de troubles neurocognitifs. Mais dans ce contexte-là, c'est encore utilisé où on ne va pas lui demander son consentement, mais on va lui demander si elle veut l'avoir quand même. On va lui faire cette fleur-là, de lui demander si elle veut ou pas. Et puis là, c'est compliqué aussi parce que le Collège des médecins, dans son mémoire qui a été déposé là, justement à la Commission sur l'évolution là, des soins de fin de vie, comme très noir sur blanc, souligné que il ne faudrait pas interpréter une manifestation de la maladie comme un refus de recevoir l'aide médicale à mourir. C'est-à-dire que si une personne avait fait une demande, qu'on arrive à faire l'aide médicale à mourir, puis que elle retire violemment son bras, ça peut être considéré comme une manifestation de sa maladie et non comme une manifestation de refus. Fait que là, moi, je trouve que les cartes sont très embrouillées. Là. C'est comme le fil est mince. Oui, puis imagines-tu devoir contentionner quelqu'un pour injecter, pour devoir installer des cathéters pour injecter? C'est épouvantable. Ben oui, ça l'est. Puis c'est aussi que on n'a pas besoin de regarder loin dans l'histoire pour savoir que ça s'est fait. Là. En Europe, c'est arrivé des situations comme ça parce qu'on a permis, dans certaines juridictions, d'avoir accès à l'aide médicale à mourir dans des cas de troubles neurocognitifs majeurs. Et c'est arrivé là, des cas où on a dû contentionner des patients. Là, donc, je pense pas une belle fin de vie, finalement, en tout cas. On conviendra que ça va être une minorité de cas là, de ça, mais c'est quand même... On revient à la question primaire. Quand on joue avec la vie des gens, il faut pas trop laisser ces espaces-là libres. Il faut pas trop permettre qu'on ait ces glissements-là dans ces situations-là parce que un glissement, on finit par en avoir pas mal. Ça peut être problématique assez rapidement, surtout dans ce contexte-là. Puis, tu sais, juste pour revenir sur la notion d'aptitude aux soins, là, quand on parle juste d'aide médicale à mourir normale, là, pas dans un cas d'Alzheimer puis que c'est une demande anticipée. Tu sais, dans un cas normal, la notion d'aptitude, encore là, la ligne, des fois, là, est tellement mince, là, tu sais, parce qu'il faut que la personne soit capable de comprendre c'est quoi le soin, c'est quoi une aide médicale à mourir, c'est quoi les autres options de fin de vie, c'est quoi sa maladie, qu'est-ce que ça implique de ne pas de ne plus avoir de traitement, qu'il soit palliatif ou non, qu'est-ce que ça implique de continuer les traitements. Fait que, tu sais, c'est pas juste de dire, moi, je suis tannée, puis je veux avoir la piqûre. Non. Tu sais, c'est vraiment plus complexe. Puis, tu sais, souvent, on le voit peut-être plus chez les personnes âgées, là, veut pas que la compréhension est limitée de par l'âge, tout simplement vieillissante. Tu sais, que là, ça devient complexe de leur expliquer, voici les options de fin de vie, les soins palliatifs traditionnels, l'aide médicale à mourir, la sédation palliative. Puis
Puis là, d'expliquer un petit peu, tu sais, c'est ça, les différences. Les particularités de chacun. Là, Oui, tu sais, puis de tu sais, chaque soin. des fois, ça, c'est même pas compris. Non, c'est ça. C'est comme un portrait trop complexe. C'est comme trop complexe. Mais ça prend des connaissances médicales. Ben oui. C'est comme vraiment là pour être capable de bien départager tous ces choix-là. Ouais. Puis tu as ajouté la notion de sédation palliative dont on n'a pas discuté déjà, mais tu sais ça aussi, les gens connaissent pas la sédation palliative continue, puis à quel point c'est efficace. Ben c'est ça, tu sais, je vous disais le 249 sur 250 qui sont soulagés par les soins palliatifs, ben c'est avec la sédation palliative. On met quelqu'un dans le coma, c'est sûr qu'il va être soulagé. Oui, là, c'est ça. Fait que, C'est ça. mais les gens savent pas ça, tu sais, puis ils peuvent pas. C'est pour monsieur, madame, tout le monde, c'est énormément d'informations à jongler en tête aussi. Puis là, ça, c'est sans compter toute la couche affective qui vient avec ça. C'est juste le côté rationnel. Là. Juste le choix rationnel, il est hyper complexe. Puis après ça ajoute les dynamiques familiales, ça ajoute la psychologie de la personne, sa psyché, comment elle est faite. Est-ce qu'on est devant une personne qui a des tendances dépressives ou quelqu'un qui est introverti? Je sais pas, qui a peut-être plus des penchants vers l'exclusion. Comme ça rajoute tellement des couches de complexité. Puis pour la personne elle-même, pas juste pour les professionnels, mais pour la personne elle-même, c'est des couches de complexité qui viennent difficiles à naviguer. Là, oui, puis tu sais, souvent, ben c'est dommage, mais c'est un peu un des critères qui bloque là, pour l'accessibilité à l'aide médicale à mourir, que la personne est considérée, ben pas inapte, mais qu'elle comprend pas assez bien le soin. Puis ça, c'est une grosse source de frustration souvent pour les familles. Parce que, tu sais, il y a une différence entre dire... Ben, je veux la piqûre, je suis tannée, je suis prêt à mourir. OK, on vous entend, vous êtes prêt à mourir. Et je veux faire une démarche d'aide médicale à mourir avec tout ce que ça implique, puis avec ces deux choses-là vraiment différentes. Puis ça, j'ai l'impression que c'est vraiment mal compris. Puis c'est pas parce que, tu sais, votre père, votre mère va nommer qu'elle est prête à mourir, va nommer « je veux la fameuse piqûre », que c'est nécessairement l'aide médicale à mourir qu'elle veut. C'est peut-être juste de dire « laissez-moi tranquille ». Je veux plus de prise de sang. Je souffre psychologiquement. Pouvez-vous me donner quelque chose juste pour enlever mon anxiété, ma peur? Puis, tu sais... Ça, les gens ne le savent pas qui ont accès à ça. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui... Puis je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce que, tu sais, on va mettre en lumière un peu toutes les options pour les gens qui nous écoutent, en fait. Puis... ça va tout... Je pense que juste ce qu'on fait présentement, ça va aider beaucoup de gens à prendre des meilleures décisions. Ben, tu l'as bien nommé, l'aide médicale à mourir fait de l'ombre à l'approche palliative traditionnelle. Oui, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Puis peut-être parler un petit peu des proches. Tu sais, toi, qu'est-ce qui ressort peut-être de ton travail de doctorat, de ta thèse? Mais là, pour l'instant, il ne sort pas grand-chose parce que je viens juste de finir de récolter mes données. Là. C'est bon. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je m'intéresse surtout à la littératie. Là. Fait que, tu sais, qu'est-ce que les gens ont besoin d'apprendre? C'est quoi le besoin d'apprentissage? Puis comment moi, je peux y répondre? Là, comment on peut y répondre, nous, en tant qu'intellectuels? Puis, tu sais, sont où ces zones-là aussi qui ne sont pas comprises? Puis, tu sais, les gens ont soif de connaissances, ça, c'est sûr. Les personnes proches aidantes, parce qu'elles sont proches aidantes, ça fait partie de leur rôle de personnes proches aidantes d'acquérir de l'information. C'est vraiment, là, c'est des éponges à information parce qu'elles ont besoin de prendre soin d'une personne qui n'est pas eux-mêmes, qui ont besoin d'apprendre le diagnostic, les soins, ils ont besoin de savoir à qui s'adresser dans telle situation, ils ont besoin de connaître aussi le futur, tu sais. Fait que c'est certain que dès qu'on leur offre de l'information qui pourra comme compléter leur puzzle, elles sont très contentes parce que ça allège leur fardeau, tu sais. Plus on est connaissant, plus on est capable d'avoir une map de ce qui s'en vient, une carte mentale de ce qui s'en vient, puis plus ben on se sent un peu moins dans le vide. Là. On sent aussi qu'on est capable d'aller chercher de l'aide au moment opportun. Mais ça vient avec l'acquisition de connaissances. Fait que c'est certain que à ce niveau-là, ben, comme je te dis, j'ai pas encore ouvert mes données, là, mais j'ose espérer qu'on aura fait un net positif, là, mais sait-on jamais, la recherche, des fois, ça peut être négatif. Mais, tu sais, par rapport aux proches, dans le contexte de la fin de vie de l'aide médicale à mourir, tu sais,
on a des portraits assez bigarrés, là. On a des réalités très différentes, comme on a des gens qui vivent l'accompagnement de la personne dont ils prennent soin pendant l'aide médicale à mourir, puis qui vivent à ce moment-là vraiment comme un moment de complétion, de cycle de vie fermé, puis qu'on a pu vivre un beau moment ensemble, même si c'était planifié, même si ça semblait un peu hors du naturel, là. Il y a beaucoup de personnes qui rapportent ça comme étant des expériences positives. Comme il y a beaucoup de personnes aussi qui rapportent ça comme étant des expériences négatives. On a vraiment des extrêmes. Ouais. Il y a des gens aussi qui vont se sentir floués, qui vont se sentir comme s'il n'y avait pas eu d'espace pour pouvoir exprimer leur désir de prendre soin de la personne jusqu'à la fin de sa vie, qui vont sentir qu'il y a une espèce de loi du silence qui s'est installée dans les relations, parce que nécessairement... c'est un peu ce que ça fait aussi l'aide médicale à mourir, c'est que s'il y a une personne qui décide de recevoir l'aide médicale à mourir, ben l'espace de discussion change. On peut plus vraiment dire tout ce qu'on voulait dire, parce que maintenant, il faut qu'on respecte l'autodétermination de la personne. Puis le coût de ça, c'est de se taire à certains égards. Fait que pour les gens qui souffrent de cette réalité-là, c'est souvent ça qui est rapporté, c'est que j'ai eu à me taire, que j'ai pas pu parler de tout ce que j'aurais voulu dire dans le contexte de la fin de vie, ou que le temps était plus le même. Puis il y a d'autres gens pour qui c'est le contraire aussi. Il y a des gens qui vont dire, il y a des gens qui vont dire parce que je savais qu'elle allait mourir mardi à 12h, à 14h, mais là, j'ai vraiment dit ce que j'avais à dire. Puis il y a des gens qui vont dire qu'ils auraient préféré ça aussi parce que la personne soit morte à petit feu, ben ils ont pas saisi les occasions de pouvoir partager ce qu'ils avaient à partager quand c'était le moment. Fait que là, c'est comme... On a vraiment des cas différents, tu sais. C'est vraiment vécu selon, comme je disais, c'est vécu selon les dynamiques familiales, selon les volontés de la personne, puis selon la psyché de chaque personne qui est impliquée dans ce processus-là, tu sais. Ouais. Puis j'imagine qu'un facteur qui est probablement très aidant, c'est l'accompagnement de professionnels tout au long du processus. D'aide médicale à mourir. Oui, c'est un peu pour ça aussi que je pense que la beauté d'avoir des infirmières praticiennes spécialisées qui vont faire l'aide médicale à mourir, c'est justement d'avoir des professionnels qui sont un peu plus proches là, de leur clientèle, dans le sens où un médecin, il y a 26 000 médecins au Québec. Là, on n'a pas beaucoup de médecins pour la population, mais on a 500 000 infirmières. Fait que on a comme un peu plus d'infirmières par tranche de population. Là. Fait que c'est sûr qu'on a peut-être un suivi un peu plus rapproché. Puis la beauté des infirmières aussi, c'est que c'est un peu ce qui sépare les médecins des infirmières, c'est l'approche psychologique des infirmières. Il y a vraiment un soutien de la personne, puis qui tombe un peu plus dans la psycho chez les infirmières, puis c'est un peu leur chasse gardée, la couleur particulière des séances infirmières. Fait que je pense que ça peut avoir quelque chose de positif dans ce sens-là. Puis par cette relation-là, qui est peut-être un peu plus approfondie, parce que c'est moins 15 minutes in and out, là, ben on peut justement peut-être mieux servir les besoins de la personne, parce que quand on a un désir la personne qui, devant nous, manifeste un désir de mourir, ben peut-être que parce qu'on a eu plus de temps avec cette personne-là, on peut trouver d'autres portes que l'aide médicale à mourir qui... Fait que j'ose espérer que cette avenue-là va peut-être soulager plus de souffrance, en fait, là, parce qu'il va y avoir plus de relations dans le soin que ce soit juste sous l'autorité du médecin. Mais je dis pas que les médecins font de mauvais job, là. Mais vous comprenez, ils sont plus pressés, puis c'est normal parce qu'on en a moins. Fait que je me dis, espérons que ça soit pour le mieux dans cette optique-là, là, d'avoir des professionnels qui sont plus à l'écoute. Là. Ben oui, puis tu sais, on dirait que notre discours, il est un peu négatif depuis le début là, sur le soin de l'aide médicale à mourir, mais c'est plus que je pense qu'on met en lumière toute la complexité de la chose. Puis c'est pas un soin qui est fait pour tout le monde. Pour certaines personnes, c'est un super beau soin. Ça se passe bien avec la famille, avec les proches. C'est du cas par cas. Oui, comme n'importe quel autre soin, en fait. Là. Mais l'enjeu, c'est que en ce moment, c'est pas du cas par cas. Dans le sens que on est les champions mondiaux de l'aide médicale à mourir au Québec. C'est ici qui se prodigue le plus d'aide médicale à mourir, d'euthanasie dans le monde. Dans le monde, c'est fou. On a fait 10 fois plus d'aide médicale à mourir que ce qui était prévu. Puis ça va juste augmenter. Moi, je pense que c'est un phénomène de génération. Moi, je suis convaincue de ça. Là. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui appartient au baby boom. Ah ouais. Je pense que, comme je disais un peu au début, les baby boomers sont venus sur cette terre, puis ils ont joué du coude pour se faire une grosse place. Ils étaient très axés sur l'autodétermination, sur
c'est un peu là, je vais prendre en charge, on est la génération qui va changer les choses, parce que c'est ça qu'ils ont fait, dans les mai 68, toutes les années 70, c'est comme, c'est une génération éclatante qui veut faire à sa manière, puis qui veut un peu se défaire des codes qui étaient établis par les générations antérieures. Fait qu'on part avec une génération comme ça, qui est très, très, très nombreuse aussi, qui est la plus nombreuse de toutes les générations. Au Québec, vraiment beaucoup. On a une pyramide des âges qui fait ça, là, comme ça, là, au Québec, parce que les baby boomers sont très présents. Donc, on a cet enjeu-là. Puis, comme je disais auparavant, là, on a aussi le fait que les baby boomers sont la première génération de l'humanité à prendre soin de parents qui sont en état de survieillissement. Donc, il y a à peu près 80% des baby boomers qui prennent soin d'un parent qui passe ses 80 ans. Là, fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis, ça veut dire aussi qu'il y a des handicaps qui viennent avec le survieillissement. Tu sais, quand on arrive à 85, 90, 95, puis que là, on a des pertes naturelles liées au vieillissement, ben, ça devient un fardeau familial, un fardeau personnel aussi, là, assez important là, d'être proche aidant à soi-même quand on est une personne âgée. Là, tu sais, mon père, 72 ans, sa mère est décédée cette année, puis tu sais, il était proche aidant jusqu'à 72 ans. C'est quand même tard là, quand on y pense, d'un point de vue de l'humanité. Fait que moi, je pense qu'il y a un petit peu de cette dynamique-là, en fait. Là, comme à la fois valoriser l'autodétermination. Comme s'ils ne voulaient pas être un fardeau, en réalité. Ils ne veulent pas être un fardeau parce qu'ils ont vécu c'est quoi aussi être un fardeau. Puis ça, on l'entend énormément dans le discours la des notion gens. de fardeau. La notion de ne pas vouloir être un fardeau, là, quand ils prennent ce chemin-là d'aide médicale à mourir, là, c'est... Puis c'est vraiment dommage. Mais oui. Parce que il y a un professeur du Cégep Sainte-Foy, là, je pense, là, professeur Louis-André Richard, là, qui parle de la dignité de l'autre, la dignité de l'accompagnant. Puis qui explique que dans le fond, la notion de fardeau, oui, c'est là. C'est vrai que ça fait partie de prendre soin d'une personne qui est vieillissante ou qui est gravement malade. Mais en même temps, dans cet accompagnement-là, la personne proche aidante, la personne aidante, accompagnante, elle se découvre des nouvelles facettes d'elle-même dans cette relation-là. Puis par cette découverte-là, elle découvre une forme de dignité. C'est parce que la dignité, c'est on est digne en étant humain, là, en naissant, on a une dignité ontologique, mais on a aussi une dignité qu'on acquiert avec les années, puis avec l'expérience, puis avec les qualités qu'on développe. T'sais. Puis en développant nos capacités à accompagner quelqu'un, on se découvre une dignité aussi. Puis quand on se laisse prendre en charge par les gens autour de nous, on donne aux autres l'opportunité de se découvrir cette dignité-là. Puis je trouve que c'est vraiment une belle notion, tu sais, je l'emprunte vraiment de ce professeur-là là, parce que je la trouve vraiment puissante. Mais il y a cette notion-là aussi d'accepter d'être un fardeau. D'accepter d'être pris en charge, d'accepter d'être lavé, d'accepter de se faire donner à manger, d'accepter de se faire laver les fesses, d'accepter de dépérir pour laisser une table relationnelle, laisser un espace où les gens peuvent prendre soin comme moi j'ai pris soin. C'est beau. Puis ils peuvent se développer comme personne humaine dans ça, puis aimer. C'est là qu'on aime aussi. Puis c'est difficile, l'amour. C'est difficile, ce genre de relation-là, mais il faut accepter d'être un fardeau aussi. Ça fait partie de. Mais tu sais, ça, on l'a tellement perdu dans notre société. On compare là, dans d'autres sociétés. Entre autres, je pense peut-être à l'Afrique, là, parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui vient de là, qui est arrivé ici au Québec depuis peu, là. Puis elle a vraiment été choquée et confrontée à notre système et de voir qu'on avait autant de résidences de personnes âgées. Elle ne comprenait pas parce que, tu sais, eux, dans leur communauté, les personnes âgées, ils restent dans les familles. Et ils décèdent à la maison, entourés de leur famille. Et c'est les enfants et les petits-enfants qui prennent soin. C'est pas un établissement de santé. Un étranger. Oui. Fait que, tu sais, ça change toute la dynamique, là. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on n'est plus dans une société traditionnelle. Fait que ça joue beaucoup sur cette prise en charge-là des personnes malades ou vieillissantes parce que, tu sais, jadis, les hommes étaient pourvoyeurs, les femmes restaient à la maison. C'était les femmes qui faisaient ce travail-là, tu sais. Puis c'est pas un saut métier, là, de prendre soin des gens autour de soi. Pas du tout. C'est important. Puis, sauf que là, c'est ça qui arrive, c'est que là, on se retrouve avec des personnes proches aidantes qui sont... Le portrait typique d'une personne proche aidante, c'est une femme de 55 ans, OK? Là? C'est ça, qui travaille, qui a des jeunes, des enfants qui sont à l'adolescence, là, encore.
C'est ça. Fait que c'est comme, puis qui est en ménopause. Hein, on ajoutera la ménopause. Avec tous ses propres problèmes à elle. Là, exactement. Fait que, tu sais, là, on est comme dans une situation où il n'y a plus cet espace-là de prise en charge, tu sais, des personnes âgées, des personnes malades. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on les délègue, ces tâches-là. Oui. Puis c'est fâchant, parce que je pense qu'on y perd plus au jeu nous-mêmes, tu sais, qu'on pense, tu sais. Parce qu'on n'a plus cet espace-là de relation avec les personnes âgées, puis on leur enlève un peu leur rôle de patriarche puis de matriarche, tu sais, parce que s'il était encore dans la maison, ben il enseignerait aux générations subséquentes. Il deviendrait comme... Ils deviendraient un peu une caricature positive d'eux-mêmes. Tu sais, ils deviendraient cette personne-là, cet ancêtre-là au fur que la maladie les prendrait. Tu sais, puis il y aurait comme un ordre naturel qui s'établirait dans ça. Fait que, tu sais, on perd aussi beaucoup d'humanisme, je trouve, tu sais, à travers tout ça, là. Oui, c'est sûr. Parce qu'on confine la mort, puis on l'écarte encore plus de nous, tu sais, alors que, tu sais, je pense que la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de garder la mort proche de soi. Parce que c'est en la gardant proche qu'elle donne sa saveur à la vie aussi, tu sais. Si on l'éloigne tout le temps, ben, on se l'éloigne de notre tête aussi. Puis quand on l'éloigne de notre tête, ben, on n'est plus dans la gratitude, on n'est plus dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, on n'est plus dans le moment présent. On fuit ça, tu sais. Fait que c'est en gardant la mort proche qu'on s'en rappelle. Tellement. Sur ces belles paroles. Oui. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça me fait plaisir, c'est le fun. C'était vraiment très intéressant. Oui. Ben, on a comme divagué. Moi, j'avais envie de partir. C'est un autre sujet. Là, on fait une prise 2. Quand ta recherche, tout va être terminé. On va t'inviter pour avoir les résultats. Ça serait vraiment intéressant. Cool. Puis, tu sais, pour les gens à la maison, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller lire sur l'aide médicale à mourir, vous pouvez en parler avec un professionnel de la santé. Absolument. Il y a le site du gouvernement aussi. Ben, c'est pas négligeable, hein, sérieusement, les publications gouvernementales. Si on tape, vous tapez les mots-clés, là, aide médicale à mourir, soins palliatifs, directive médicale anticipée, sédation palliative continue, on tape tout ça sur Google, automatiquement, avec Québec à côté, automatiquement, on tombe sur des pages de vulgarisation du gouvernement. Oui. Puis l'information est à jour, l'information est valide. Je trouve que c'est vraiment des belles ressources. On pourrait peut-être les mettre dans la description à ce moment-là. Bonne idée. Sinon, il y a des organismes aussi, là, comme Palliaide, ou il y a différents organismes là, qui permettent d'avoir accès à de l'information de la Société canadienne du cancer. Tout ça aussi, c'est sur ces pages-là. Là. Habituellement aussi, les organismes qui s'occupent des personnes proches aidantes aussi sont outillés pour pouvoir donner de l'information à ce sujet-là. Là. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. De ta présence. Ça me fait plaisir.